Mon petit micro. Donc, messieurs, dames, bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'être le premier conférencier de cette 13e JAPA et je tiens à remercier les organisateurs, alors ici mais aussi dans l'ensemble de la salle, de cette 13e JAPA, à m'avoir invité à parler des recherches actuelles en STAPS utilisant des innovations technologiques pour réduire ou combler une déficience. Et je vais vous parler de quelque chose qui me concerne un peu plus puisque j'ai réalisé un post-doctorat dessus, à savoir l'exemple du physiogaming appliqué chez la personne âgée. Alors, dans un premier temps, je vais voir avec vous qu'est-ce que le physiogaming, on va essayer de le définir ensemble, et puis après, je vous présenterai un exemple d'une validation clinique qui a été faite chez la personne âgée en partenariat avec 2 étudiants de Master en RAPA ici à Montpellier. Et puis ensuite, on sera amené à discuter un peu ensemble. Alors, je présenterai surtout des questions qui serviront à la fois à alimenter le débat qui suivra ma présentation, mais surtout qui devrait servir à vous faire réfléchir pour alimenter la table ronde qui se tiendra en fin de matinée, comme ça vous a été présenté. Alors, tout d'abord, l'activité physique est bénéfique pour la santé. C'est ce qui nous réunit un peu aujourd'hui. Si on est tous ici actifs dans la filière APA, c'est pour ça. Il y a un certain nombre d'expertises et de rapports qui ont été faits, notamment par l'INSERM en 2008, ici sur un rapport d'expertise relativement global. Plus récemment, en 2014, un rapport sur la prévention des chutes, activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées, qui est le public qui me concerne un petit peu plus. Donc vous le savez sûrement, la quantité d'activité physique est inversement associée au risque de mortalité, et ceci est d'autant plus vrai chez la personne âgée, avec l'avancée en âge. Donc c'est bien de faire de l'activité physique, mais cette activité physique, elle doit être adaptée. On est ici à la journée des activités physiques adaptées, donc vous verrez que ce terme d'adaptation va être discuté, puisqu'il est à l'essence même en fait des distinctions entre exergame, physiogame, etc. qu'on va voir par la suite. Alors tout d'abord, un exergame, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un jeu qui permet de faire de l'exercice. La plupart d'entre vous ont sûrement chez eux, alors soit pour eux, soit pour leurs enfants, en fonction de l'âge que vous avez, des exergames. Vous avez ici l'exemple de la Wii, qui permet de jouer au tennis. Et ces jeux vidéo, donc la Wii est apparue en 2006, et un certain nombre de professionnels de santé se sont dit, nous qui avons des problèmes pour faire pratiquer plus d'activité physique, et l'activité physique étant bénéfique pour les populations de patients qu'on a ou de résidents dans le cas des EHPAD, pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas de travailler sur ces exergèmes? Alors, du coup, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et je vous présente ici 3 revues de littérature relativement récentes, puisqu'elles datent de 2014, qui ont été réalisées chez les personnes âgées en EHPAD ou au domicile, et aussi chez des personnes âgées présentant un risque de chute important ou présentant des syndromes type Alzheimer. Et ces revues de littérature ont montré qu'il y avait un intérêt à utiliser ces exergèmes chez ce public, mais par contre, ils ont bien souligné que ces exergèmes ne sont pas spécifiquement adaptés à ce type de population et qu'elles ne sont pas développées dans un but de rééducation. Pour exemple, vous pouvez voir ici une photo, vous avez sûrement entendu parler de Nintendonite ou tendinite, qui, des personnes, à force de jouer devant leur écran de télé dans le vide, notamment au tennis, ont des tendinites au coude. Et d'ailleurs, le British Medical Journal, qui est une très grande revue scientifique, juste avant Noël 2014, a mis en garde contre les effets de ces différents exergèmes qui ne sont, du coup, on peut se demander s'ils sont vraiment adaptés ou pas. Est-ce que l'activité physique que ces exergèmes proposent est bien adaptée à tout type de pratiquants, puisque c'est des exergèmes qui sont vendus dans le commerce, qui sont vendus au grand public. Alors, pour discuter un peu de cela, je vais juste vous montrer une petite vidéo.
Donc vous voyez l'exemple d'une personne qui est en train de jouer à la Wii, affalée dans son canapé, mangeant, alors je ne sais pas si c'est un sandwich ou un éclair au chocolat, et vous voyez qu'elle pratique une activité très intense. On peut jouer aussi au baseball, ça fera plaisir à Jean-Marie, voilà, tout en mangeant de la pizza. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous faites avec les sportifs de haut niveau. Et encore mieux, vous allez voir le meilleur est à venir, on peut toujours viser une cible tout en dormant. Il faut juste avoir la technique, je vous la donne, accrocher au ventilateur la télécommande. Voilà. Donc, cette vidéo, simplement pour vous expliquer que la Wii, c'est bien, mais l'activité physique aussi, mais qu'il faut qu'elle soit adaptée à chacune aux personnes à qui on s'adresse. D'accord ? Donc, la vidéo est un peu exagérée, mais par contre, effectivement, dans la vie de tous les jours, vous avez peut-être, ça vous est peut-être arrivé, de jouer comme ceci contre un adversaire. Moi, j'ai joué avec des copains qui sont classés 5-1 au tennis. Ils s'agitent devant leur écran de télé et ils sont persuadés d'être les meilleurs. Et en restant assis et en faisant un petit mouvement de poignet, on peut quand même les gagner. D'accord ? C'est peut-être qu'à ce moment-là, l'activité ne représente pas, qu'on réalise ici, ne représente pas forcément vraiment ce qu'on fait dans les activités physiques et sportives réelles et qu'elle ne serait donc pas adaptée. Donc, justement, pour adapter ces activités, ont été développées ce qu'on appelle des serious games. Donc, ça a été fait pour l'activité physique, mais pour l'apprentissage et le réapprentissage en général. Donc, je vous ai montré ici 3 exemples. Donc, un serious game, l'objectif, c'est de regrouper à la fois de la théorie, les contenus et un game design, donc travailler avec des informaticiens, pour réaliser un jeu sérieux qui soit conçu pour un public spécifique. Alors, ça peut être, dans cet exemple-là, pour apprendre quand on fait des études médicales. Ça peut être aussi pour apprendre à vendre des voitures quand on travaille chez Renault, ou encore apprendre à faire des entretiens d'embauche quand on est un manager. Quand on l'applique aux exergames, ça donne ce qu'on appelle un physiogame, d'accord ? Et je vais vous montrer de nouveau une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte, pour vous montrer un exemple de physiogame. Donc vous avez ici un Hammer & Planks, qui est le physiogame que l'on a utilisé dans la validation clinique que je vais vous présenter ensuite. Donc ça fonctionne sur le Kinect ou avec d'autres instruments comme le balance board, etc. On est sur de la capture du mouvement, donc ce qu'on appelle une interface naturelle. Voilà, on peut jouer avec la main, avec le tronc. Tout l'intérêt de ces physiogames, en fait, c'est cette interface qui permet aux thérapeutes d'interagir avec le jeu pour pouvoir l'adapter, adapter la difficulté du jeu à la personne qui va pratiquer. On peut aussi jouer, comme vous le voyez, avec d'autres personnes. Alors chez la personne âgée, c'est les petits-enfants, mais dans le cadre des activités physiques adaptées, ça peut être avec d'autres participants quand on travaille en groupe. Et on peut jouer aussi, vous voyez, assis, puisque dans l'exemple des maisons de retraite, il y a de plus en plus de personnes qui sont très déconditionnées, qui sont en fauteuil roulant, et donc qui ne peuvent pas forcément se mettre debout. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les physiogames doivent pouvoir être adaptés à chaque personne. C'est pour ça qu'ici, vous avez le nom de la personne qui est en train de jouer, d'accord ? Et on peut avoir un historique de ces parties. Il doit être personnalisable pour pouvoir s'adapter aux capacités de chaque personne. Vous voyez ici qu'on peut choisir le module, réguler à l'aide de cette jauge le nombre de bonus qu'on va mettre, le nombre d'obstacles qui vont apparaître aussi à l'écran, et on peut choisir à l'aide des 2 petits traits que vous avez ici de mettre les bonus soit d'un côté soit de l'autre. Par exemple, quand on travaille avec des personnes hémiplégiques, on peut choisir de mettre des bonus que sur la droite pour qu'ils aillent justement explorer ce secteur-là. Et on peut mettre aussi un certain nombre d'adversaires. Et le dernier point, c'est que ces jeux doivent être développés dans un objectif de santé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir réaliser un bilan, obtenir des données qui sont représentées soit ici sous forme d'une carte de chaleur, soit ici par les déplacements du centre de pression qui sont mesurés par le Kinect et qui permettent aussi du coup
de faire, comme je le présenterai après, de la recherche. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ces jeux, c'est un effet de mode, mais ce n'est pas qu'un effet de mode lié à l'évolution des jeux vidéo vers des interfaces naturelles. Il y a aussi des fondements cliniques et théoriques qui sont derrière tout ça. Alors tout d'abord, au niveau clinique, les jeux sont développés dans un objectif de rééducation, donc orienté vers la tâche. Donc la tâche, activité quotidienne, équilibre ou utilisation du monde supérieur, comme on a pu voir tout à l'heure. On peut régler aussi l'intensité et le nombre de répétitions à partir des différentes de la tablette qui permettent d'interagir avec le jeu. Et puis aussi, on peut jouer sur la motivation du patient, puisque les physiogames gardent tout l'aspect ludique qu'ont les exergames du grand commerce. Enfin, ça permet de jouer sur la plasticité cérébrale grâce au feedback que va donner ce type de jeu. Alors, je vais revenir un peu plus sur la plasticité cérébrale, avec les fondements théoriques qui sont derrière, sur la plasticité cérébrale guidée par le mouvement. Je vais prendre pour cela l'exemple de la tâche de pointage, avec ou sans utilisation de lunettes prismatiques. Si vous avez déjà réalisé une tâche de pointage, tout simplement, vous avez un point de départ et il faut arriver à pointer une lumière qui s'allume, donc on va vers le rouge. Maintenant, sur cette tâche de pointage, si au moment où je pars ici, la lumière s'éteint et qu'elle se rallume plus loin, bien que le mouvement soit parti, on va voir que la personne va s'adapter et arriver à toucher la lumière. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une phase balistique, donc qui est une programmation cognitive du mouvement, qu'on va appeler un feed-forward, mais qu'il existe aussi, puisque le fait que la lumière s'éteigne et qu'il y en a une autre qui s'allume et qu'on n'arrive pas à la toucher, il y a une phase de régulation qu'on va appeler feedback visio-proprioceptif. C'est-à-dire qu'on va voir une lumière s'éteindre, une autre s'allumer, et on va pouvoir adapter son mouvement à l'aide de la proprioception pour aller toucher la deuxième lumière qui s'est allumée. Maintenant, si on garde cette tâche-là, mais que l'on prend des lunettes prismatiques, donc des lunettes prismatiques qui vont dévier la vision, vous voyez que en rouge ici, c'est la tâche qu'on faisait tout à l'heure. Quand on va mettre les lunettes prismatiques, on a en noir ici la première courbe qu'on va faire. Et puis au fur et à mesure des essais, le deuxième essai ici, jusqu'au septième essai ici, on va s'améliorer et se rapprocher de plus en plus de la cible à atteindre, malgré le fait du port des lunettes. On va, au bout d'un certain temps d'utilisation, arriver à avoir la même trajectoire que les sujets contrôle, signe donc que l'on s'est adapté. Alors on s'est adapté au port des lunettes, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a derrière une plasticité cérébrale en tant que telle? Eh bien oui, puisque si l'on enlève les lunettes, alors qu'on pointe sans lunettes ici, on y arrive. Quand on met les lunettes, on a tendance à pointer à gauche pour nous, à droite pour le sujet de la cible. Après un temps d'exposition relativement important, de nouveau, malgré les lunettes, on arrive à pointer la cible. Et quand on enlève les lunettes de nouveau, on a un post-effet qui fait qu'on va pointer, que le sujet pointe à gauche de la cible. Il y a donc bien une adaptation derrière et donc une plasticité cérébrale qui est à la base de toute la rééducation fonctionnelle, notamment chez les personnes ayant eu un AVC. Donc maintenant que vous avez compris un peu plus ce qu'est le physiogaming et quels sont les fondements qu'il y a derrière, je vais vous présenter l'exemple d'une validation clinique qu'on a réalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec deux stagiaires de master en RAPA. Donc, cette validation s'est faite en EHPAD, chez 12 personnes âgées institutionnalisées. Elles avaient à peu près 88 ans de moyenne d'âge et on les a sélectionnées selon des critères d'inclusion et de non-inclusion relativement stricts, puisque vous voyez qu'on a pris des personnes les plus autonomes, généralement des EHPAD, puisqu'on a pris des personnes qui étaient encore capables de marcher, puisque là on a testé le module équilibre debout. On a réalisé une randomisation, donc on a réparti 6 personnes dans chacun des groupes, un groupe réalisant un réentraînement à base du physiogame que je vous aurais présenté, et un groupe témoin qu'on a simplement évalué en initiale et en terminale. Normalement, il y a une petite vidéo, voilà. Donc vous voyez, on leur a proposé un programme de réhabilitation de 8 semaines, donc 2 mois, à raison de 3 séances par semaine. Vous voyez le jeu, c'est simplement guider un petit bateau, comme vous avez vu tout à l'heure, pour ramasser
des bonus à droite à gauche et éviter les obstacles. Les séances duraient à peu près 20 minutes, sachant que sur ces 20 minutes, il y avait 12 minutes de travail actif devant l'écran et 8 minutes de temps de repos, de manière à ce que parce que c'est quand même des personnes âgées qui ne pouvaient pas forcément tenir debout 20 minutes d'affilée. Voilà. Alors, on a fait un programme de réhabilitation, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de niveaux, de sorte que la difficulté soit progressive dans la continuité et dans la durée du programme. D'abord, on a travaillé uniquement sur le plan médio-latéral puis dans le plan antéro-postérieur, et on a fini dans les deux plans, afin de pouvoir explorer tout l'environnement et stimuler l'équilibre vraiment dans toutes ces dimensions. On a joué aussi sur la vitesse de défilement du bateau, sur l'écartement des bonus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est possible de les régler pour qu'il y ait une amplitude qui est stimulée et plus ou moins du coup de déstabilisation de la personne. Et aussi par rapport au nombre d'obstacles à éviter pour stimuler un peu les réflexes, aller chercher des bonus proches des obstacles et un peu aussi la précision. Nous avons évalué ces personnes du point de vue de l'autonomie fonctionnelle grâce au SPPB, donc le Short Physical Performance Battery, qui est un score composite de différents tests fonctionnels, qui tient compte de la vitesse de marche, de la force des membres inférieurs évaluée par le 5 relevé de chaise, et du temps d'appui bipodal, semi-tandem et tandem, donc dans 3 positions différentes. On a comparé ces deux groupes selon leur delta, donc les évaluations initiales et terminales, à l'aide d'un test non paramétrique de Mann-Whitney, et on a obtenu les résultats suivants. Donc vous voyez qu'on a 2 personnes dans chaque groupe qui ont arrêté, ce qui fait qu'on n'a eu que 8 sujets au final. Donc il y a 2 personnes qui ont été hospitalisées, une personne, le médecin l'a mis en arrêt, et puis une 3e personne qui n'est pas venue aux évaluations, et une 4e personne qui n'est pas venue aux évaluations terminales. Vous voyez ici que dans le groupe contrôle, on a eu 2 personnes pour lesquelles le SPPB est resté le même, une personne qui a diminué d'un point, une personne qui a augmenté d'un point. Alors on s'est demandé d'où pouvait provenir cette augmentation. Cette augmentation, en fait, on peut supposer, la personne a été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale, donc on peut supposer que ce serait dû à ça, que la personne a pu améliorer son autonomie fonctionnelle. Sur les 4 autres sujets, donc cette fois-ci dans le groupe ayant eu la réhabilitation, on a eu des augmentations respectivement de 1, 2 et 4 points sur le SPPB. On s'est demandé de même comment c'était possible qu'on arrive à améliorer de 4 points un score sur 12, et en regardant de plus près les résultats, on a vu que c'était la personne qui était la plus déconditionnée. Et comme vous le savez, plus les personnes sont déconditionnées, plus il est possible de les améliorer, alors que quand on est expert, il y a un plateau au niveau de la progression qui est possible. Et les statistiques ont montré une différence significative entre les deux groupes, à un P0,08. Voilà, donc la conclusion de cette étude, c'est que malgré le faible échantillon, on a pu montrer une amélioration significative du SPPB par 2 mois de réhabilitation par le physiogame équilibre de cette plateforme. Cependant, comme on était uniquement chez 8 personnes, ces résultats restent à confirmer à plus grande échelle. Alors, en discussion et conclusion, comme je l'ai dit au début de ma présentation, je vais simplement évoquer quelques questions. Comme ça va vous permettre d'y réfléchir un petit peu, aussi durant les autres présentations, et puis on pourra en discuter déjà maintenant si vous voulez, mais surtout à la fin de la matinée sur la table ronde. Donc à savoir le physiogaming ou les autres outils qui seront présentés par la suite. Est-ce qu'ils permettent vraiment une réduction ou de combler, comme c'était le titre, une déficience? Est-ce que ce sont des outils ou est-ce que c'est une finalité? Quels professionnels peuvent les utiliser? Et puis on a la chance d'avoir le président de la SFPAPA, donc il va falloir que ça vienne sur le débat. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité de faire ces activités au domicile, de faire un suivi au domicile? Et pour ça, je vais vous présenter une dernière, et je conclurai sur cette petite vidéo, pour vous montrer ce qu'il est possible d'envisager pour plus tard sur du suivi, une utilisation à domicile du suivi. Ça permettra de conclure de manière plus ludique.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, s'il y a des questions, merci beaucoup, Monsieur Talon. Est-ce que vous avez des questions du coup, Florian, qui n'est pas prêt à passer? Si vous avez des questions, levez la main et Florian vous amènera le micro. Personne? Sinon, vous y réfléchissez et on les donnera pendant la table ronde. Vous pourrez toujours poser les questions à M. Talon qui sera présent sur la table ronde juste après. Oui, voilà. On va revenir sur les différents points qui ont été abordés pendant la conférence et sur la dernière cigale. Dernière fois, personne pour les conférences? Si? Flo? Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport à votre étude, je voulais savoir si vous utilisiez un questionnaire de motivation pour voir si les personnes âgées étaient toujours motivées après plusieurs séances pour faire ce genre d'exercice. alors on a fait une évaluation, ce n'était pas un questionnaire de motivation validé, par contre on a fait effectivement un questionnaire de satisfaction à la fin de l'étude pour avoir le ressenti des personnes. Est-ce que ces personnes avaient apprécié déjà le jeu? Est-ce que ces personnes ressentaient des bénéfices par rapport à la pratique qu'elles ont eue, que ce soit des bénéfices physiques, au niveau qualité de vie, au niveau aussi mental, etc. Et puis savoir aussi, est-ce que ces personnes, du coup, seraient prêtes à recommander ce type de pratique, puisque c'est chez ce type de public que justement la motivation, elle se fait aussi via le groupe, et que du coup, une personne qui est intéressée par une activité peut en parler aux amis, et du coup, essayer de pratiquer en groupe, essayer de motiver un peu les différentes personnes pour au maximum développer la quantité d'activité physique qu'ils pratiquent. Et on n'a pas analysé encore ces questionnaires, mais les retours qu'on avait en direct au fur et à mesure du programme, quand on demandait, les personnes se sentaient plus en sécurité, notamment dans leurs déplacements. On avait un monsieur qui tous les jours allait marcher en dehors de l'EHPAD, et il nous a dit que depuis qu'il avait commencé ce programme de réentraînement, il se sentait plus à l'aise quand il était sur le trottoir, quand il franchissait une marche, etc. Alors après, est-ce que c'est dû à l'effet du programme de réhabilitation, ou est-ce que c'est un effet placebo ou le fait d'être dans une activité? Ça, pour l'instant, tant qu'on reste sur une étude de ce type, on ne peut pas le dire, mais ça reste des résultats encourageants. Bonjour, c'était pour savoir en fait, si à long terme ça risquait pas justement de faire un moyen de contact pour les personnes âgées avec une personne et plus avec de la technologie. Est-ce que les personnes du coup vont pas être isolées face à leur écran? Ouais, justement, et du coup réduire le personnel et... Alors, par rapport à ça, on pourra en rediscuter tout à l'heure. C'est une très bonne question. Justement, on adapte les jeux pour qu'ils puissent être pratiqués par les différents publics, ce qui fait qu'on propose différents jeux à différents publics. De même, on va cibler certains publics, peut-être plus que d'autres, avec ces jeux-là. Pour exemple, nous, les personnes qui ont adhéré le plus dans cette étude, qui ont le plus adhéré au programme, qui ont souhaité participer, les infirmiers, enseignants, ergothérapeutes, etc. de l'EHPAD nous ont dit que en fait, c'est les personnes qui, en comparaison, d'habitude ne participent pas du tout aux autres activités, justement parce que c'est des activités de groupe, etc., et que c'est des personnes plutôt solitaires. Donc ça peut permettre de cibler différents profils de personnes. Et puis, on peut aussi envisager le développement, parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'actuel, on peut envisager le développement de jeux où on soit beaucoup plus nombreux
devant un écran et qu'on joue tous ensemble, qu'on interagisse même pour jouer ensemble, en faisant des jeux collaboratifs, voire que, comme ce sera présenté un petit peu plus tard, qu'on interagisse via un écran. C'est-à-dire qu'il y a un joueur dans un EHPAD, un joueur dans un autre EHPAD, ou chez soi, ou avec son petit enfant, et qu'on joue l'un contre l'autre, ou l'un avec l'autre, comme ce qui se fait sur n'importe quel jeu en ligne pour le grand public. Mais tout en gardant cette notion d'adapter, voire en pouvant adapter le jeu d'un côté et d'un autre de manière différente par rapport au profil de personnes qu'on a. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste avoir, si demain je veux développer ce type de jeu, avoir des idées de temps de développement, des coûts et vers quel type de société je dois me tourner, comment ça se passe. Bonne question, parce que je suis postdoctorant et je ne suis pas informaticien. Je peux me renseigner, tu m'envoies un mail, je te renseignerai là-dessus. Mais c'est sûr que c'est très loin développé, puisqu'en fait on est dans une stratégie de co-conception. Donc on va développer un jeu, déjà on va aller sur le terrain, voir des professionnels, médecins, kinés, enseignants, on n'a pas, qui vont nous dire, voilà, nous on peut avoir besoin de cela, ou on cite tel public. En fonction de ça, on va réfléchir au jeu, on va pouvoir créer un jeu, et puis après il va falloir faire tester le jeu, voir si ça convient, et faire des adaptations tout le temps. Par exemple, nous, quand on a fait la validation de ce jeu-là, c'était un jeu qui était initialement fait pour travailler en équipe chez les personnes ayant fait un AVC, et on s'est rendu compte que chez la personne âgée, il y avait des choses qui n'allaient pas. On a développé du coup le travail dans le plan antéro-postérieur aussi pour stimuler beaucoup plus l'équilibre, et puis on a adapté la couleur des bonus, puisque les personnes âgées avaient une perception visuelle qui était moins bonne, et du coup, des fois, ils allaient sur les rochers au lieu d'aller sur les bonus en pensant que c'était des bonus. Donc on a dû adapter un certain nombre de choses, et c'est l'avantage de ce type de jeu, en fait, c'est qu'on va pouvoir tout adapter de manière à pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions. C'est bon pour les questions ou il y en a encore? Sinon, on les gardez-les au chaud pour la table ronde. On va enchaîner avec la deuxième conférence. Donc, je vais inviter M. Carayon, qui est le directeur technique national adjoint de la Fédération française anti-sport, qui va nous présenter les innovations technologiques au service de la performance. Bonne conférence.